Les tensions continuent de grimper au Proche-Orient. En Israël, ce qu'on appelle déjà le gouvernement le plus à droite de l'histoire continue sa fuite en avant fascisante. Le feu aux poudres a été mis par un projet de réforme de la justice entrepris par le gouvernement Netanyahou, issu d'une coalition de la droite avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes. Qualifiée de coup d'État judiciaire par les opposants à la réforme, celle-ci prévoit de réduire drastiquement les pouvoirs de la Cour suprême. Cette réforme a toutefois eu la qualité de mettre des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues depuis mi-janvier. Samedi encore, ils ont battu le pavé pour demander le retrait pur et simple de ce projet. Le mois dernier, ils étaient aux alentours de 700 000 dans les rues de tout le pays pour demander exactement la même chose. Parallèlement, la violence monte et s'exacerbe à l'égard de la communauté palestinienne et la bande de Gaza, comme l'illustre l'assaut terriblement violent de la mosquée Al-Aqsa, située sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem et troisième lieu saint le plus important de l'islam, et ce, en plein ramadan. Pour revenir sur ces différents points, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Grech, journaliste, fondateur et directeur du média Orient 21. Il est notamment l'auteur de Israël, Palestine, vérité sur un conflit. C'est parti pour l'entretien d'actu. Bonsoir Alain plutôt. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu. Vous allez bien ? Très bien, merci. Donc je le rappelle, vous êtes directeur du média Orient 21. Alors j'ai envie de rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec vous. Donc très récemment, on l'a vu sur les images, l'attaque ultra-violente d'Al-Aqsa, les raids à Gaza. En gros, la montée des violences envers les Palestiniens ont-ils un lien de cause à effet avec l'extrême droitisation du gouvernement israélien qui d'ailleurs provoque d'immenses manifestations là-bas? Oui, je dirais la répression contre les Palestiniens dans les territoires occupés, les raids contre Gaza ont commencé depuis longtemps, bien avant l'arrivée de ce gouvernement. L'année dernière, il y a eu plus de Palestiniens tués en Cisjordanie que depuis 20 ans. Donc c'était déjà l'ancien gouvernement. Mais c'est sûr qu'avec ce gouvernement, on a des gens, je dirais, qui parlent plus franchement que l'ancien gouvernement, puisqu'ils disent clairement « cette terre nous appartient ». Au mieux, on vous accepte comme invité, mais vous n'avez aucun droit. Seuls les Juifs ont des droits sur cette terre. Et ça se traduit concrètement par la présence au gouvernement de gens que des Israéliens qualifient de nazis, au sens idéologique. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont, on appelle des suprémacistes juifs, et qui jouent un rôle important dans la colonisation, dans les services de police, dans la répression. Donc ça a été un stade supérieur dans la répression des Palestiniens. Et évidemment, ça suscite du côté palestinien une résistance à cette oppression. Oui. Alors, pour revenir aux manifestations qui ont lieu un peu partout en Israël contre le gouvernement et donc principalement contre la réforme judiciaire, j'ai envie de demander de façon un peu naïve, mais c'est un petit peu pour avoir un avis plus éclairé sur la question. Est-ce que cette mobilisation qu'on dit historique pourrait sonner le glas pour Benyamin Netanyahou ? Écoutez, il faut d'abord comprendre ce qui est en jeu. Bon, notamment la défense de la Cour suprême qui défend les libertés fondamentales. Et de ce point de vue, le fait qu'il y ait eu des centaines de milliers de gens dans la rue est tout à fait important. Les gens n'ont pas envie de voir leur liberté reniée. Mais quand je dis la Cour suprême défend les intérêts de la population, ils défendent les intérêts de la population juive. Oui. Sans même parler des territoires occupés, les Palestiniens qui sont citoyens, enfin qui ont la nationalité israélienne, qui sont environ 2 millions, eux ne sont pas défendus par cette Cour suprême. Et la Cour suprême, depuis des années, a toujours légalisé toutes les actions de colonisation, toutes les actions de discrimination contre cette population arabe palestinienne, à quelques exceptions près. Oui. Et malheureusement, je veux dire, ce que les gens qui descendent dans la rue ne voient pas, c'est le rapport qu'il y a entre cette fascisation du gouvernement israélien et l'oppression des Palestiniens. C'est Marx qui disait qu'un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. On le voit concrètement. Je veux dire, on le voit concrètement. Oui. Donc, on pourrait avoir des manifestations qui demain débouchent sur une victoire et qu'on change
que le gouvernement Netanyahou renonce à la réforme de la Cour suprême et avoir la même politique d'oppression des Palestiniens qui continue. La plupart des grandes manifestations refusaient la présence de drapeaux palestiniens. Et seuls de petits groupes très courageux, à l'intérieur de ces manifestations, osaient avancer la défense de la population palestinienne. Pas seulement au nom de la justice, parce que, je veux dire, qu'on soit juif ou palestinien, l'oppression devrait susciter une condamnation, mais aussi parce qu'ils savent, ces juifs israéliens, que quelque part, cette oppression des Palestiniens a des conséquences sur la société. C'est-à-dire que ce qui a provoqué depuis 50 ans l'extrême droitisation de la vie politique israélienne, la montée de ces groupes fascistes, suprémacistes juifs, c'est justement l'occupation. Oui, mais alors dans ce cas-là, pourquoi le gouvernement, puisque de toute façon, le gouvernement Netanyahou a depuis des années une marge de manœuvre énorme, et c'est vrai que j'ai pris l'exemple des raids israéliens, mais on se souvient que l'un des raids israéliens les plus meurtriers, c'était celui de 2008, qui avait fait à peu près 2000 morts, qui avait été qualifié même de crime de guerre. C'était déjà Netanyahou qui était Premier ministre, c'est vrai. Alors dans ce cas-là, pourquoi réformer le système judiciaire ? Je veux dire, si vous voulez, il y a une gradation aussi. Je veux dire, je ne veux pas dire que tous les gouvernements sont les mêmes, quel que soit... je veux dire, on peut être de plus en plus à droite et on peut être de plus en plus fascisant. Donc là, ils veulent prendre quand même des mesures, y compris à l'égard des Palestiniens, qui vont encore plus loin. Et notamment avec le poids des extrémistes laïcs, ou d'ailleurs colons, je dirais, certains religieux, d'autres non. Il y a beaucoup de problèmes en Israël, c'est une société très complexe. Il y a le problème du rapport à la laïcité, du rapport des groupes religieux. Vous savez qu'un certain nombre de religieux sont exempts du service militaire. Il y a plein de choses qui se mêlent. Ouais. Mais ce qui est important du point de vue de la situation dans la région, parce que ça a ce qui se passe en Palestine occupée a des conséquences, c'est ce qui est fait aux Palestiniens. Et de ce point de vue, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. On a vu avec, je veux dire, intérêt le fait que des aviateurs ont dit qu'ils ne répondraient pas aux ordres du gouvernement, que des militaires n'obéiraient pas aux ordres du gouvernement dans les territoires occupés, mais je ne crois pas que c'est vrai. Ceux qui ont mené les raids sur Jénine avec des dizaines de morts continueront à le faire. Ouais. Et les aviateurs qui ont dit « nous ne bombarderons jamais », depuis plusieurs semaines, ils bombardent la Syrie sans le moindre état d'âme. Ouais. Donc c'est cette espèce de... je veux dire, comment je dirais presque... en fait, il y a l'État, le gouvernement et l'armée à côté, c'est ça ? Non, c'est pas ça, d'aveuglement. Ouais. C'est-à-dire d'aveuglement à ce qui se passe. C'est-à-dire, ils ont l'impression que c'est un État... Enfin, tous ces gens qui manifestent, qui sont en état démocratique normal, sans se rendre compte qu'on ne peut pas être un état démocratique normal quand on réprime toute une population. Mais justement, dans les motifs de cette contestation, donc on le disait, il y a la réforme judiciaire, mais est-ce que, pour que ce soit massif à ce moment-là, est-ce qu'il n'y a pas un ras-le-bol plus général et qui, par exemple, pourrait concerner justement l'attitude de plus en plus belliqueuse de Benyamin Netanyahou et son gouvernement ? Malheureusement, non. Non ? Malheureusement, non. Il y a eu, effectivement, quand il y a eu le pogrom à Hawara, vous savez, cette cité en Cisjordanie occupée où des colons ont été, ils ont cassé tout, sous le contrôle de l'armée. Ils ont brûlé des dizaines de voitures. Oui. Avec la présence de l'armée, il y a eu un certain nombre de gens qui se sont révoltés, mais pas l'essentiel des gens. Et c'est pas un des éléments qui amène les gens à manifester. C'est ça qui est terrible, je dis. Ouais. Il y a une espèce de bonne conscience aujourd'hui en Israël qui est « nous avons raison ». Nous voulons la paix, mais les autres ne veulent pas. Regarder la violence des Palestiniens sans imaginer que la violence des Palestiniens, c'est la simple réponse à l'occupation. Oui. Alors, cette recrudescence de violence au Proche-Orient, là, en ce moment, fait craindre à de nombreux observateurs une nouvelle intifada. Alors, avant de recueillir votre avis sur la question, est-ce que vous pouvez déjà peut-être rappeler à ceux qui ne connaissent pas forcément le conflit israélo-palestinien, ce que c'est qu'une intifada ? Une intifada, on l'a traduit par soulèvement, c'est un ébranlement, quoi. La première a éclaté à la fin 1987, je crois, décembre 1987. C'est un soulèvement spontané qui embrasse toute la population palestinienne, aussi bien en Cisjordanie qu'à Gaza, et qui se traduit par des actions. Ce qui est intéressant, c'est la première intifada, donc qui a débouché finalement d'une certaine manière sur les négociations d'Oslo et sur les accords d'Oslo, était une intifada pacifique, c'est-à-dire en tout cas non armée, disons.
Et c'est intéressant de répéter. Souvent, on entend dire « Ah, mais pourquoi les Palestiniens ne manifestent pas pacifiquement ?» Parce qu'il n'y a pas possibilité de manifester. C'est dès que vous manifestez en Palestine, on vous tire dessus. Donc là, il y avait la décision simplement des Palestiniens, parce qu'ils étaient bien encadrés par les organisations, etc., de n'utiliser que des pierres, ce qui n'a pas empêché qu'on leur tire dessus. Après, il y a eu les accords d'Oslo. Les négociations ont échoué. Elles ont échoué parce qu'Israël n'a pas arrêté. C'est-à-dire, entre 1993, le moment des accords d'Oslo, et le déclenchement de l'intifada, je crois que le nombre de colons a doublé. Ouais. Donc il n'y a pas eu le moindre arrêt de la colonisation, ni le moindre signe qu'Israël était prêt à laisser les territoires occupés. Donc là, ça s'est transformé en une vraie action armée, avec l'idée que les Palestiniens avaient l'idée qu'ils allaient renverser le rapport de force. Ils ont échoué, la répression a été terrible. Maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité d'une nouvelle intifada? C'est difficile. D'abord parce qu'une intifada, ça ne se décrète pas. Ce n'est pas quelqu'un qui, un jour, décide on va déclencher une intifada. Donc c'est un mouvement spontané. Je dirais comme partout, c'est quand des fois on se demande pourquoi un mouvement, pourquoi dans le monde arabe il y a eu ces printemps à un moment donné, personne ne peut dire pourquoi. Enfin, il y a les causes, mais pourquoi ça commence à un moment donné. La question aussi, c'est que les Palestiniens sont très affaiblis. Ils sont très affaiblis par leur division entre le Fatah et le Hamas. Ils ont une autorité palestinienne qui est considérée aujourd'hui par les Palestiniens comme une autorité de collaboration avec l'occupant, qui n'a pas une grande autorité. Le Hamas peut avoir une image un peu meilleure parce que comme organisation de résistance, mais la manière dont il se conduit à Gaza n'est pas très différente de la manière de l'autorité, c'est-à-dire la répression contre toute société civile, contre toute action indépendante. Donc, on voit éclater des formes de résistance, notamment armées, notamment des groupes de jeunes que les Israéliens ne savent plus localiser parce qu'ils ne sont pas dans les anciennes structures. C'est souvent des fils de gens qui sont des policiers de l'autorité palestinienne et qui se rencontrent, quelle que soit leur appartenance, et qui participent à des actions armées. C'est très difficile à contrôler. Mais est-ce que ça peut déboucher sur une intifada ? En fait, c'est impossible à prévoir. C'est impossible à prévoir. Et puis, il faut bien se rendre compte que quand même, le rapport de force, je veux dire, on a une extraordinaire armée de répression face à une population qui est désarmée par sa propre autorité et qui, en même temps, vit avec la volonté de défendre, je veux dire, ses acquis défendre un morceau de terre quand il est confisqué, de se protéger contre les colons, etc. Alors, effectivement, on est dans un contexte, pour revenir un petit peu sur le contexte d'extrême droitisation du gouvernement, on est dans un contexte où, dans un temps quand même extrêmement rapproché, on a eu Itamar Ben-Gvir qui a été nommé ministre de la Sécurité nationale. On se souvient d'ailleurs de sa venue provocatrice au Mont du Temple. Il y a aussi Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, qui est venu en visite privée à Paris. Il a déclaré il n'y a pas de Palestiniens car le peuple palestinien n'existe pas. Je vous propose d'ailleurs de regarder un extrait de son discours qui avait été diffusé en direct sur Facebook et qui a été largement relayé sur les réseaux sociaux. Regardez. Voilà, donc vous venez d'entendre, comme nous tous, ces propos quand même extrêmement choquants. La diplomatie française avait d'ailleurs qualifié ces propos d'indignes et irresponsables. Les États-Unis, par la voix de son porte-parole du département d'État, a jugé aussi ces propos inexacts, mais également inquiétants et dangereux. Même Joe Biden, du moins en off, dans ce qu'il dit dans la presse, a tendance de plus en plus à s'éloigner de façon assez significative de Benyamin Netanyahou. Est-ce qu'Israël est en train de s'isoler d'un point de vue diplomatique et en voie de perdre potentiellement ses meilleurs alliés? Je dirais, moi, en regardant les images de Smotrich disant qu'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de nationalité palestinienne, je me demande quand même pourquoi le gouvernement français l'a laissé venir, pourquoi il a laissé tenir de tels propos. Jamais le gouvernement français n'aurait laissé un Palestinien à Paris tenir des propos en disant le peuple israélien n'existe pas, ils n'ont qu'à s'en aller, etc., etc. Et on a, du point de vue du gouvernement israélien, du gouvernement français, une attitude que je qualifie de totalement hypocrite. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, on dit nous sommes pour une solution à deux États,
un État en Cisjordanie, Gaza et Israël. Et en même temps, nous agissons avec Israël comme si Israël n'était pas la force qui empêche la création de ces deux États, notamment par la colonisation. D'ailleurs, Emmanuel Macron, malgré tous les griefs qui sont envoyés à Netanyahou de la part des États-Unis et de la communauté internationale, ça n'a pas empêché notre président de la République, Emmanuel Macron, d'être le seul chef de l'État occidental à avoir reçu Benyamin Netanyahou. Non, pas le seul, le premier. Le premier, oui, pardon, le premier, pardon pour le lapsus. Le premier, c'était en février dernier. Et si l'on en croit d'ailleurs le communiqué entre les deux responsables, ils ont exprimé leur volonté d'approfondir le partenariat entre la France, entre les deux pays, et de renforcer les relations bilatérales. Le chef de l'État a aussi répété l'attachement indéfectible de la France à la sécurité d'Israël. Il y a aussi Aurore Berger qui avait réagi sur Twitter en apportant, vous allez le voir sur le tweet qui apparaît à l'écran, tout son soutien au peuple israélien qui vit une nouvelle fois, selon elle, sous le flot des attaques terroristes. Elle adresse ses condoléances aux victimes, etc. C'est à se demander d'ailleurs si les militants ou les politiques, qui des militants ou des politiciens importent le conflit israélo-palestinien. Donc Alain Grèche, moi j'ai envie de vous demander pourquoi Emmanuel Macron couvre comme ça justement ce gouvernement fascisant. Quel est le but politique et diplomatique de la manœuvre d'Emmanuel Macron? Je crois qu'on a assisté depuis une vingtaine d'années à un tournant, moi j'appelle ça un tournant silencieux de la politique française à l'égard du Proche-Orient. Jusqu'à présent, la politique française, qui avait été inaugurée par le général de Gaulle, était fondée sur l'idée qu'il fallait une solution au conflit israélo-palestinien, avec un État palestinien, qu'il fallait reconnaître l'OLP, des négociations, mais aussi sur une autre chose, c'est qu'on ne pouvait pas avoir des relations normales, entre guillemets, avec Israël, tant que la question palestinienne n'était pas réglée. Aujourd'hui, et ça a changé avec Sarkozy, et ça a été accentué par François Hollande, qui, dans une vidéo célèbre, disait qu'il voulait chanter son amour pour Israël. C'était On se souvient de cette séquence un peu ridicule d'ailleurs. Oui, c'est une séquence totalement ridicule. Ça a changé, mais de manière hypocrite. C'est-à-dire que officiellement, officiellement, il y a eu des choses quand même. Je veux dire, le gouvernement français a ouvertement critiqué le rapport d'Amnesty International sur l'état d'apartheid, etc. Oui, il y a ça, mais par rapport à Israël, régulièrement, moi je dis, chaque fois qu'il y a un communiqué, je dis 575e communiqué du Quai d'Orsay dénonçant la colonisation, mais sans jamais prendre la moindre action contre cette colonisation. Ouais. Et puis, alors l'autre chose très importante, vous avez raison de la souligner, c'est aujourd'hui, il y a une volonté qui est partagée par beaucoup de forces politiques. Et ça aussi, c'est la différence avec il y a 30 ans, quand il y avait des forces politiques gaullistes, quand Giscard d'Estaing appelait à négocier avec l'OLP, il y a la volonté de criminaliser la solidarité avec les Palestiniens. Et ça se voit avec le cas Salah Hamouri, la manière dont il est sans arrêt attaqué. Oui, d'ailleurs, il a été censuré en France, il a même été interdit dans l'Est par un arrêté préfectoral, alors que Smotrich est autorisé à venir en France. Non, et alors maintenant, cette mesure a été condamnée par un tribunal, mais les attaques contre lui continue comme si de rien. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que tous les gens qui attaquent et qui veulent empêcher Salah Hamouri de parler sont les mêmes qui se glorifiaient de l'esprit Charlie. Je rappelle d'ailleurs, j'ai vu ça sur Twitter, que Charb, qui était le rédacteur en chef qui a été tué de Charlie Hebdo, à l'époque où Salah Hamouri avait été arrêté, avait pris la défense de Salah Hamouri. Alors qu'aujourd'hui, tous ces gens veulent l'interdire de parler. Alors il faut rappeler aussi que c'est un citoyen français. C'est-à-dire, est-ce que la liberté d'expression, c'est pas le droit de parler? Et on voit sur la question de l'apartheid qu'il y a un mouvement qui est général à l'Europe. Par exemple, en Allemagne, il y a une criminalisation officielle par le Parlement du mouvement BDS, boycott des investissements en sanctions. Et c'est quelque chose qui est en train de s'étendre partout. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant, parce que c'est une attaque contre la liberté d'expression. Et c'est quand même extraordinaire qu'un mouvement qui est un mouvement pacifique, qui veut prendre position, vous pouvez être d'accord ou pas d'accord, on veuille aujourd'hui l'interdire. On parlait de la censure de Salah Hamouri, mais on peut aussi parler des tentatives de dissolution des collectifs pro-palestiniens en France. Ça se passe en France. Bien sûr. La liberté d'expression en France est réduite. Il n'y a pas que les soulèvements de la terre qui sont menacés. Je rappelle d'ailleurs que,
je ne rappelle pas, j'annonce, vous le savez sans doute, le 4 mai, Ouais. il va y avoir à l'Assemblée nationale, à l'initiative, je crois, du groupe communiste et de la NUPES, en tous les cas d'une partie de la NUPES, parce que je ne crois pas que les socialistes en soient partis, à une discussion autour d'une résolution concernant l'apartheid en Israël. Et là aussi, c'est quand même intéressant. Je veux dire, on peut être contre, dire non, ça ne correspond pas à la situation. Mais on ne peut pas dire qu'on a Amnesty International, Human Rights Watch, B'Tselem, qui est la plus grande organisation de défense des droits humains, qui toutes disent la même chose à propos de l'apartheid. Toutes ces organisations que nous portons en nu chaque fois qu'elles parlent de l'Ukraine, de la Russie, du Congo, etc., et brusquement découvrir que ce sont des organisations quasiment antisémites et qu'il faudrait empêcher de parler. Ça aussi, c'est inquiétant. Ouais. Justement, pour en venir justement à Israël en tant que pays d'apartheid, on veut dire, factuellement, si on regarde ce qui se passe sur le territoire israélien, non seulement les Palestiniens, mais il y a aussi les Juifs qui viennent de la Corne de l'Afrique. Il y a les chrétiens, d'ailleurs, vous allez le voir aussi sur ces images, des Palestiniens chrétiens et des chrétiens en général se sont fait molester par l'armée israélienne. À l'occasion de Pâques. À l'occasion de Pâques, c'était oui, effectivement pendant le carême. Donc il n'y a pas que le ramadan qui est empêché en Israël, il y a aussi le carême. On peut quand même se mettre d'accord sur l'idée, même si admettons qu'on veuille la jouer un peu consensuelle et mettre de côté le mot apartheid, on peut quand même se mettre d'accord sur qu'il y a une logique raciste et ségrégationniste dans la façon de gouverner de Benjamin Netanyahou, non ? Orient 21 a publié un article hier sur la nationalité et la citoyenneté en Israël. Ouais. Vous savez qu'il n'existe pas de nationalité israélienne. Ça, les gens ne le savent pas. Il y a des nationalités juives, etc., mais il n'y a pas de citoyenneté. Les seuls vrais citoyens qui ont les droits totaux, entiers, si on peut dire, ce sont les juifs. Et ça, c'est une logique de ségrégation qui existe depuis le début de l'État d'Israël, mais qui a été même des juifs, consolidée. Parce que ceux qui viennent de la Corne de l'Afrique, justement, sont aussi très fortement discriminés. Cette logique qui a été consolidée avec la loi sur l'État-nation qui a été adoptée par le Parlement. Et ça aussi, c'est intéressant. Elle a été adoptée par le Parlement par les gens qui sont actuellement avec Netanyahou au pouvoir, mais aussi par les gens qui étaient dans le gouvernement précédent. Donc c'est vraiment la même logique qui prévaut en Israël. Dans la grande majorité, malheureusement, des forces politiques, c'est une logique de suprémacisme juif, c'est-à-dire nous avons plus de droits que n'en ont les Palestiniens ou les autres habitants de ce pays. Donc on peut logiquement parler d'apartheid, c'est la définition d'un apartheid, exactement comme celui qu'il y a eu aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Alors après, si vous voulez, il y a des définitions très complexes de l'apartheid, mais c'est très facile à... moi, pour schématiser. Voilà, vous avez deux personnes qui vivent sur le même territoire, à 50 mètres l'une de l'autre, et qui ne sont pas soumis aux mêmes lois, qui ne sont pas soumis aux mêmes tribunaux, qui ne sont pas soumis aux mêmes contrôles policiers. Et voilà, c'est simple, c'est en sens que c'est un apartheid. Après, il est différent, il faut le dire, il est différent par certains aspects, on pourrait en discuter de l'apartheid sud-africain, mais la définition de l'apartheid donnée par les Nations Unies est une définition qui dépasse très largement le cas sud-africain. Oui. Je voulais quand même revenir à cette question-là sur la position diplomatique d'Israël, parce qu'on a vite parlé de la France, mais pour en revenir à la position diplomatique au sens large, c'est-à-dire vis-à-vis des États-Unis, de ses alliés en général, est-ce que Israël n'est pas en train finalement, même si certains refusent les termes apartheid, etc., de s'isoler sur la scène internationale? Je n'en suis pas convaincu. Enfin, ça dépend à quel niveau on parle. Je pense que le gouvernement américain, malgré les réserves qu'il a à l'égard du gouvernement Netanyahou, continuera à le soutenir quoi qu'il en soit. Je veux dire, et je pense que aujourd'hui, c'est pareil pour les gouvernements européens. Simplement, ils auront, vis-à-vis de leur propre opinion, plus de difficultés à le faire. Je crois d'ailleurs déjà que l'opinion des gouvernements européens ne reflète pas ce que pensent les opinions publiques quand on voit les sondages sur qui est responsable de l'impasse en Israël-Palestine. La majorité en France pense que c'est les Israéliens. Mais, je veux dire, ça, c'est... il y a un changement dans l'opinion publique, et plus le gouvernement se durcit, plus on voit des gens qui, il y a 2 ans, disaient « mais non, apartheid, ça n'existe pas », etc. Maintenant, commencer à venir là. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur la position des gouvernements européens et américains? Ça va prendre du temps, en tous les cas. Je veux dire, aux États-Unis, ce qui est le plus intéressant, c'est l'évolution de la communauté juive américaine.
qui, contrairement à la communauté juive organisée française, qui est derrière Netanyahou sans aucun état d'âme, et quel que soit le gouvernement, c'est-à-dire ils seront derrière n'importe quel gouvernement, y compris quand il y a un gouvernement qui comporte des gens qui sont vraiment des fascistes ou des nazis. Donc, aux États-Unis, il y a un vrai débat et il y a une vraie... et je dirais l'inquiétude israélienne, d'ailleurs, du gouvernement israélien, elle tient beaucoup à l'évolution de cette communauté juive américaine. Oui. Alors, pour finir sur Israël, j'ai envie de poser la question. Alors, on parlait tout à l'heure, vous étiez revenu tout à l'heure sur les accords d'Oslo. On se doute que de toute façon, du côté de la gauche traditionnelle, on a l'impression de toute façon qu'elle est un petit peu morte depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin, mais je suppose qu'on ne pourra jamais compter sur elle pour retrouver un certain espoir dans la paix et dans une solution à deux États. Mais est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans la politique israélienne, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait, une gauche anticoloniale, qui pourrait tirer ses marrons du feu de la mobilisation actuelle anti-Netanyahou? Il y a une gauche très courageuse. J'ai parlé de B'Tselem. Il y a une association qui s'appelle Breaking the Silence qui organise les soldats qui ont quitté l'armée et qui, vous savez, pendant 3 ans, ils font l'armée, ils ont 18 ans, c'est des gens jeunes et naïfs et ils font ce qu'on leur dit de faire. Et puis, quand ils s'en vont de l'armée, ils commencent à parler. Donc, et j'ai rencontré son président ou son secrétaire général, je ne sais plus, c'était un juif religieux, c'était pas du tout les militants de la gauche. Donc ils existent, ils sont encore minoritaires. Leur seule solution, à mon avis, d'avenir, c'est l'alliance avec les Palestiniens qui votent aux élections israéliennes, qui représentent 2 millions de personnes, qui font une quinzaine de députés. Et c'est cette alliance, à mon avis, de cette fraction progressiste juive et de cette population qui peut faire bouger les choses, mais il ne faut pas se cacher que ça sera long. Alors bon, dans ma question précédente, je parlais de solutions à deux États du côté des espoirs qui pourraient surgir de la politique israélienne. Mais bon, dans l'absolu, ces espoirs de solution des États nous semblent quand même largement compromis, voire même carrément réduits à néant quand on voit le contexte actuel. En Palestine, la résistance est quand même régulièrement assimilée à du terrorisme, comme si c'était un groupe social en plus, alors que c'est un mode d'action. En France, alors qu'on ramène toujours aussi la lutte antisioniste à de l'antisémitisme, donc c'est quand même très difficile dans ces conditions de porter une voix qui pourrait venir en soutien de la cause palestinienne. À un moment donné, on s'était posé la question de la compréhension en fait, du conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu justement cette compréhension de ce qui se passe là-bas par rapport à une autre époque? On posait la question d'ailleurs sur un autre plateau de Toujours Debout. Elle était venue ici, à Rima Hassan, fondatrice de l'Observatoire des camps de réfugiés. Et donc, je vous pose la question à vous, Alain. Comment se ressaisir du conflit pour le comprendre et comprendre ce qui se passe là-bas? Vous avez raison, il y a eu une évolution importante qui date de l'échec des accords d'Oslo, mais aussi la question du terrorisme et du terrorisme islamique qui a fait croire à beaucoup de gens qu'on était dans une guerre mondiale contre le terrorisme, que Al-Qaïda, le Hamas, le Hezbollah, tout ça c'était la même chose, et que si on a ça comme grille d'analyse, Israël est notre allié. Donc c'est une grille d'analyse fausse. Et je crois qu'il faut revenir effectivement aujourd'hui au fondement de ce conflit, c'est-à-dire Israël a refusé la solution à deux États, en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus, à mon avis, possibilité sur le terrain de créer deux États. Mais ce qui ressort, c'est que ça ramène à l'origine du conflit, qui est qui est le fait que le mouvement sioniste qui s'est installé en Palestine à partir du début du XXe siècle était un mouvement colonial. Et pas très différent des autres mouvements coloniaux qu'il y a eu à travers le monde. Et qu'aujourd'hui, ce qu'Israël paye, c'est ce caractère colonial dont il n'a pas réussi à se dégager. Donc il y a effectivement toute une réexplication du conflit à avoir qui est pas très facile, parce que, vous savez, la gauche française a été très... en 1947, toute la gauche, y compris le Parti communiste, a été pour la création de deux États. Il y a eu le traumatisme de la découverte de l'Holocauste. Il y a eu une sympathie de toutes des forces politiques, à quelques petites exceptions près. Qui se légitimait à l'époque aussi, peut-être, oui, parce que le climat antisémite en Europe pouvait légitimer, en tout cas... On peut le comprendre, tout à fait. Donc, c'est très difficile de revenir là-dessus.
C'est-à-dire c'est très difficile d'avoir un vrai débat, je veux dire, sur la question des deux États, un État, etc., etc. De toute façon, moi, ce que je dis toujours, c'est pas nous qui allons trancher, c'est les gens sur place, y compris les Israéliens. Mais c'est très difficile. Moi, je le vois sur le débat sur l'apartheid. Et j'ai préparé un article que je vais sortir pour le 4 mai, justement, pour ce débat à l'Assemblée nationale, qui est de dire l'apartheid est le résultat du caractère colonial du mouvement sioniste. Et donc là, il y a toute une réexplication à avoir. Ça nous est facilité, il faut le dire, par le gouvernement israélien actuel. C'est-à-dire quand on voit ces gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils font, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui se rendent compte qu'effectivement, il y a un problème de fond avec Israël. Est-ce que finalement, le caractère colonial, parce on a plusieurs fois évoqué les accords d'Oslo, donc ils ont été votés, ils ont été signés, ratifiés en 93, entre à l'époque c'était Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui étaient respectivement aux ordres des deux entités, palestiniens et israéliens. On sait très bien que, enfin justement on le sait peut-être pas, ceux qui ne connaissent pas bien le conflit, que c'était un accord extrêmement inégalitaire, justement la création de cette autorité palestinienne qui est finalement une entité un peu bâtarde, c'est pas vraiment un État, c'est pas vraiment un pays, une nation, ni rien du tout, avec une zone tampon entre les deux qui est ni palestinienne ni israélienne. Alors, est-ce que finalement il n'y a pas eu, ces accords de Oslo n'ont pas finalement eu comme effet pervers justement d'ouvrir l'appétit du sionisme expansionniste? Il y a des gens qui le disent. Est-ce que ça aurait pu être autrement? Vous savez, c'est très difficile de refaire de l'histoire avec des si. Moi, mon analyse, c'est que si les accords ont échoué fondamentalement, c'est parce que jamais le gouvernement israélien n'a reconnu les Palestiniens comme des gens égaux. Et on en revient sur cette question fondamentale finalement. On célèbre en ce moment le 80e anniversaire du ghetto de Varsovie et j'ai remis une citation que j'avais mise dans un de mes livres de Edelman, qui était Marek Edelman, qui était le dirigeant du ghetto de Varsovie. Et il est interviewé après, il échappe, puis je ne sais plus, dans les années 50, il est interviewé par une journaliste israélienne qui lui dit « Est-ce que du ghetto de Varsovie, vous ne tirez pas la leçon que les Juifs doivent faire n'importe quoi pour se défendre ?» Et il lui répond « Ça, c'est votre mentalité israélienne, c'est le mépris pour l'égalité. Jamais je ne partagerai cette vision. » Et cette vision qu'il y a des différences, enfin des droits fondamentalement différents entre les Juifs et les autres, parfois justifiés au nom de la catastrophe qu'a été l'Holocauste, ça c'est quelque chose qui est effectivement utilisé par Israël pour justifier le fait qu'ils peuvent faire n'importe quoi aux Palestiniens, avec le prétexte, je dirais, que de toute façon, quoi qu'on fasse aux Palestiniens, ça ne sera jamais aussi mauvais que ce que nous avons subi sous le nazisme. Ouais, mais alors du coup, pour conclure cet entretien, quelle solution pourrait nous rester pour retrouver au moins un espoir de paix? Je dirais qu'aujourd'hui, comme je dis, la solution, elle appartient aux gens sur place, elle n'est pas à nous de définir. Ce sur quoi il faut se battre, parce que c'est un combat que personne ne peut contester, c'est se battre pour l'égalité des gens qui vivent sur le même territoire. Qui peut être contre? Il y a des Israéliens, il y a des Juifs israéliens, il y a des Juifs, il y a des Palestiniens qui vivent sur ce territoire. Ils sont aujourd'hui environ 8 millions de chaque côté. La seule solution juste, c'est de se battre sur l'égalité de ces droits. Et aujourd'hui, c'est se battre sur cette égalité de droits, plus continuer le travail d'explication sur les origines du conflit. Et puis, il y aura un moment où les conditions d'une solution vont finir par mûrir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elles n'apparaissent pas très claires. Merci beaucoup, Alain Grech. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes directeur du média Orient 21. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.